Bonjour Olivier. Bonjour. Alors, est-ce que vous pourriez vous présenter en quelques mots? Rapidement, un petit enfant antillais de la Guadeloupe, j'aime bien le préciser, même si c'était il y a longtemps, on en parlera certainement, mais je suis plutôt connu pour ma carrière sportive. J'ai été 11 ans international français de 97 à 98. Mon club principal a été le PSG, puis le Paris Handball, entraîneur, puis président de ligue professionnelle, directeur du sport scolaire, administrateur du comité olympique et du comité paralympique français. Voilà, succinctement, je pense que c'est un bon début. Et alors, c'est une période où, en effet, dans le hand, vous avez tout gagné. J'ai eu cette chance. J'ai eu cette chance parce que j'ai eu la chance de faire partie d'un effectif, d'un collectif où à la fin de ma carrière, j'avais 5 meilleurs joueurs du monde dans mon équipe. Donc souvent, quand on me dit que j'ai tout gagné, je dis très souvent que j'ai eu la chance de jouer avec de très grands joueurs. Vous êtes arrivé à l'âge de 6 ans à Vers, justement, en venant de la Guadeloupe. Comment est-ce qu'on appréhende et comment s'est fait ce déracinement? Ben, il est brutal parce que 6 ans, c'est jeune et on ne le fait pas par choix, hein. Je suis un des derniers enfants des BUMIDOM, les bureaux de la migration d'Outre-mer, créés par le ministre Michel Debré à la fin des années 50, parce que tout simplement les Antilles traversaient une très grande crise, agraire avec énormément de chômage. Et entre 58 et 78, 600 000 femmes ultramarines sont venues occuper des postes alors qu'il y avait le plein emploi dans ce qu'on appelait la métropole, aujourd'hui un petit peu l'hexagone, hein, comme c'est dit sur les territoires d'outre-mer. Et je suis arrivé comme ça, par hasard, parce que ma mère est venue travailler en métropole et elle n'était pas mariée avec mon père. Et à cette époque-là, les femmes avaient tous les droits sur les enfants. Je crois que c'est en 94 que ça change. Et donc mon grand frère Gérard et moi, 3 ans mon aîné, nous sommes arrivés ici et nous ne sommes pas arrivés à Vers-sur-Marne. Nous sommes arrivés à Meaux, à la Pierre-Collinet. C'est la première fois que je voyais une cité. Et on n'y est resté qu'un an, et bien heureusement. Et la chance, c'est qu'on a déménagé dans une petite ville vraiment tranquille qui s'appelle Vers-sur-Marne. À Vers-sur-Marne, justement, vous avez commencé le sport, avec le foot. Ouais, le foot, truc classique, hein. Mon père était footballeur, mon frère jouait très très bien au foot, et puis de manière classique dans la famille, on jouait au foot. Et il y avait une particularité, on me pose souvent la question pourquoi j'ai arrêté le hand. Eh ben, j'ai arrêté le foot, parce que mon frère était vraiment excellent. Et je devais avoir ce petit truc de l'excellence, de ne pas vouloir être derrière mon frère. Il y avait aussi des raisons climatiques, parce qu'à l'époque, il n'y avait pas de trêve hivernale. Et puis tranquillement, j'avais mes copains du collège qui jouaient au handball et le prof de PS de l'époque m'a dit ah, bah, tu cours bien, viens jouer à l'UNSS avec nous. Et ça m'a tellement plu que l'année d'après, j'ai pris une licence à 14 ans et j'ai commencé le handball. Et alors là, c'est parti assez rapidement et assez fort, justement. C'est devenu... Alors pas du tout, pas du tout, c'est pas parti fort. J'ai vraiment joué au handball pour m'amuser. Mais j'avais cette curiosité quand j'arrivais dans un sport que j'adorais le sport, hein. Où je tire un ballon, je courais après, il n'y avait pas de ballon, je courais après. Mais par contre, j'avais toujours ce truc, quand je rentrais dans une équipe, de regarder, j'étais admiratif des meilleurs joueurs. Et je me disais, ah, j'aimerais bien à la fin de l'année jouer comme lui, il joue vraiment bien. Et bizarrement, ça m'a suivi toute ma carrière. Très souvent, à la fin d'une saison, je faisais partie des meilleurs et j'ai progressé très rapidement au handball. Je m'en suis même pas aperçu, puisque à 17 ans, j'ai eu cette occasion, j'étais en junior. Il y avait un club dans le 93 qui montait en première division, Livry-Gargan, et mon entraîneur de junior de l'époque, j'avais 17 ans, m'a dit écoute, il y a des tests pour le centre de formation, pour l'équipe espoir de Livry-Gargan. Je te promets rien, tu viens de Vers-sur-Marne, mais tu devrais essayer de faire ces tests. Et comme toujours, par curiosité, j'ai dit allez, on y va, on va essayer. Et j'y suis allé, j'ai pris les transports pour y aller. J'ai dû jouer 2 minutes à ce match.
Et je pensais que voilà, c'était un petit peu cuit. Et à la fin de ce match, je me souviens, on jouait contre une équipe de première division belge. L'entraîneur, Louis Gatelet, m'a dit, écoute, rendez-vous le 1er août, la préparation commence. Moi, je ne connaissais pas, moi, faire du sport le 1er août, c'était plutôt début septembre. Et c'est là que l'aventure a commencé. On pourra vraiment l'expliquer. Mais ce qui est incroyable quand tu regardes en arrière, c'est qu'en un an et demi après, je joue en première division. Oui, c'est allé assez vite. Ouais, assez vite. Assez vite, mais je ne m'en rendais même pas compte. Je ne m'en rendais même pas compte avec une méconnaissance totale de ce sport, de ce qui le composait, des internationaux qui le composaient. Voilà, vraiment très très loin du standard. Je joue au handball pour m'amuser. Et alors, qu'est-ce qui se passe justement à partir du 1er août? À partir du 1er août, je m'éclate. J'avais la chance d'être joueur de foot avant. Et le foot m'a apporté quelque chose, c'est que j'avais un cardio assez particulier que j'ai gardé jusqu'à la fin de ma carrière. J'avais toujours dit, j'arrêterai ma carrière quand quelqu'un me dépassera sur la piste. Bon, j'ai arrêté avant, mais j'avais cette facilité-là qui m'a permis en fait d'être quelqu'un de très endurant, de pouvoir subir des entraînements très durs sans m'impacter. Et que finalement, grâce à cette qualité physique, eh ben, j'ai pu passer des étapes qu'il aurait fallu passer en faisant des centres de formation, en ayant commencé beaucoup plus jeune. Mais voilà, ça a été très très vite. J'ai eu le bon entraîneur. Des fois, il faut être au bon endroit, au bon moment. Un joueur de l'équipe première s'est blessé. C'est moi qui l'ai remplacé. Mon premier match, je m'en souviendrai, c'était contre Ivry, qui était une très très bonne équipe. Et sur mon premier match, je mets 5 buts. Et depuis ce jour-là, j'ai plus jamais quitté une équipe première de première division. Ouais. Un parcours assez atypique, en tout cas un début déjà assez atypique. Et puis la suite aussi, quoi. Et, Justement, après, il y a la suite, c'est l'équipe de France? Pas tout de suite. Pas tout de suite. Je reste à Livry-Gargan entre mon temps d'espoir et en équipe première. Je reste à Livry-Gargan pendant 3 ans. La dernière année, je dois être 13e buteur du championnat et j'ai une chance incroyable, c'est que je suis contacté par le club de mes rêves, qui s'appelle le PSG, pour intégrer le PSG. Je suis étudiant à ce moment-là, je signe mon contrat le 1er juin. Et le 31 juin, le PSG me rappelle pour me dire que finalement, il fallait revoir mon contrat parce que l'entraîneur restait, ce n'était pas prévu, et que j'étais pas sa priorité, donc il fallait changer mon contrat, que je joue à la fois en espoir et potentiellement en équipe première. Ben, j'ai fait un choix totalement différent parce que ce qui me plaisait, c'était de jouer. Donc je suis parti jouer en 2e division à Massy avec mes potes de fac. Je pense que c'est les meilleures années de handball qu'un jeune puisse vivre, en tout cas un jeune de cette époque puisse vivre, parce que c'était une autre époque, c'était la fac, c'était la priorité, c'était les potes, on sortait très souvent, voilà, on s'éclatait, c'était vraiment une famille. Et avec cette bande de potes complètement décalée, eh ben, là, on est monté en première division dès la première année. Dès la première année, un truc incroyable. Et justement, qu'est-ce qui fait que ça a fonctionné justement comme ça? C'est cette amitié, c'est le collectif? Ouais, toujours, je sais pas. C'est que quand on commence une aventure, en fait, c'est l'osmose. C'est l'osmose et c'est vrai qu'on s'entendait tellement bien. C'est-à-dire qu'à l'époque, il y avait la série Friends et on aurait pu vivre en collectivité à 10 dans une maison, on aurait pu faire l'auberge espagnole. C'était vraiment la vie rêvée, être étudiant, pour moi, c'était la première notion de la liberté. Parce que voilà, j'étais parti de Vers et c'était un autre horizon qui se pointait devant moi, mais ma priorité, c'était les études à l'époque, parce que après le bac, ben, je suis parti faire une formation pour être professeur de PS. J'étais à l'UFR STAPS, de La Crotelle, Paris 5. Et cette particularité, c'est que quand j'étais à Livry-Gargan, c'est que je faisais 3 heures de transport aller-retour. Hein. Je partais de Vers-sur-Marne, j'allais de l'autre côté jusqu'à Porte de Versailles. Je rentrais chez moi, je prenais mon sac, j'allais à Livry-Gargan. J'ai fait un an et demi comme ça. Un an et demi comme ça. Et je pense que c'est
c'est ça qui m'a forgé aussi le caractère, parce que c'était vraiment ce que je voulais faire. C'est là où je voulais réussir, et que finalement, ça m'a porté dans des endroits qui n'étaient pas du tout prévus. Voilà. Comme je dis, quand j'étais à Livry-Gargan, j'ai eu quelque chose d'exceptionnel, c'est que j'ai porté le maillot de l'équipe de France pour la première fois. Pour moi, je n'aurais jamais imaginé dans ma vie porter le maillot de l'équipe de France. Et le premier maillot de l'équipe de France que j'ai porté, c'est le maillot de l'équipe de France universitaire, où je me suis retrouvé avec des internationaux espoirs, avec l'entraîneur Sylvain Noué de l'équipe de France Espoir, qui était aussi l'entraîneur du bataillon de Joinville. Donc c'est vraiment que des moments particuliers, des opportunités particulières que j'ai toujours saisies, parce que la curiosité m'a toujours animé. Et l'autre particularité, comme je vous l'ai dit, je suis parti à Massy après avec mes copains. On est monté en première division, et peut-être que beaucoup ont oublié cela, mais à l'époque, il y avait l'armée. Il y avait l'armée, moi je n'ai pas du cursus fédéral, donc il fallait que j'aille faire l'armée, peut-être en Allemagne, peut-être n'importe où, il était vraiment temps d'y aller. Et il s'est passé un événement, comme toujours. L'entraîneur de l'équipe de France Espoir que j'avais eu au championnat du monde venait avec le bataillon de Joinville à Massy. Il y avait une année creuse, il me dit « Mais Olivier, tu n'as pas fait l'armée ?» Je fais « Non, c'est un petit peu une problématique. » Il me dit « J'ai une place pour toi. » J'ai une place pour toi. Et donc, j'étais à Massy en première division, et je suis parti faire l'armée au bataillon de Joinville. Deuxième moment exceptionnel. C'est-à-dire que j'ai appris ce que c'était aussi les couleurs. J'ai adoré être sous les couleurs du drapeau, en tout cas à ce moment-là. J'ai appris énormément de choses. Cet entraîneur incroyable que j'ai eu, que je n'avais pas prévu d'avoir, qui était l'entraîneur de toute la formation française du handball, m'a fait passer un poste auquel je ne jouais pas. Il m'a entraîné. Et il se passe un truc incroyable, c'est qu'à ce moment-là, on est en 96, et qu'il y a le championnat du monde de handball au Japon. Donc nous, on regardait les mecs de l'équipe de France, Jackson, Richardson, Stocklin, toutes les stars qu'il y avait avec admiration, alors que je jouais en première division. Et à la fin du bataillon de Joinville, au mois de juin, cet entraîneur me dit « Écoute, il y a peut-être une place qui va se libérer, prépare-toi à aller en équipe de France. » Et là, j'ai pris ça vraiment comme une blague. Comme une blague, le bataillon de Joinville se finit, on est au mois de juin, et je reçois un coup de téléphone fixe, hein, il n'y avait pas de portable à l'époque. Et vu qu'on se faisait beaucoup de blagues avec les potes de fac, j'étais persuadé que c'était un ami de la fac qui me faisait une blague. Et à la surprise de tout le monde, Daniel Constantini, que je ne voyais qu'à la télé, l'entraîneur de l'équipe de France emblématique de l'époque, grâce à Sylvain Noué, me sélectionne pour faire les Jeux méditerranéens. Un truc incroyable. Mais ces Jeux méditerranéens, il n'y a pas tous les meilleurs. Beaucoup d'essais, on prend beaucoup de jeunes pour voir ce qu'ils valent. Et je fais ces Jeux méditerranéens à Bari. Et là, je me dis, j'ai accompli quelque chose. Déjà, juste avoir porté le maillot de l'équipe de France une fois, même si toutes les stars n'étaient pas là, pour moi, c'était déjà le summum. J'ai toujours tout pris comme un jeu. Et ce jeu, il a duré 11 ans après, avec des rebondissements plus qu'incroyables, parce que à chaque sélection, à chaque compétition, il fallait gagner sa place. Et Daniel Constantini a toujours cru en moi. Toujours cru en moi. Donc de 97 à 2001, j'ai eu peut-être le coach le plus extraordinaire qu'on puisse avoir. Ouais. Et c'est des périodes où, en effet, il y avait ce qu'on appelait aussi un groupe assez particulier, assez formidable qu'il y avait au sein du hand, dont vous faisiez partie, qui gagnait beaucoup de choses. On ne gagnait pas beaucoup de choses à l'époque. On ne gagnait pas beaucoup de choses. Ça veut dire que nous arrivons, nous les jeunes, les jeunes de l'époque. Il y a Didier Dinard, Jérôme Fernandez, Guillaume et Bertrand Gilles. Et de 96 à 2001, nous ne gagnons rien. Et c'est surtout Daniel Constantini qui se sépare d'une partie des Barjots. Et nous, on doit les remplacer. On joue contre eux en championnat. Ils sont toujours meilleurs que nous, mais c'est nous qui occupons les places en équipe de France. Et il y a une grande frustration
jusqu'en 2001. Et en 2001, on n'est pas les meilleurs du monde. On a raté juste avant les Jeux de Sydney, où là, il y a eu une grosse déception, une dislocation un petit peu de l'équipe. Et avec 5 mois plus tard, un mondial en France que tout le monde nous voyait rater. Et c'est pour ça que cette équipe s'est appelée les Costauds, parce qu'en fait, on n'était pas les meilleurs. Mais par contre, ça a été l'acte fondateur d'un groupe, parce qu'on n'a jamais lâché. C'est-à-dire qu'à chaque défaite, chaque année, le groupe aurait pu se disloquer, aurait pu être changé. Et en fait, on est resté solidaires, et on parlera de ce qu'est un collectif. C'est l'amour de l'autre, on le découvre souvent dans la douleur. Et nous, on a beaucoup souffert avant de gagner. Et on nous parle souvent de nos victoires, mais il faut surtout raconter la manière dont on s'est relevé des défaites. Et toute la suite de l'équipe de France, en tout cas de l'aventure que j'ai vécue par la suite, après 2001, eh bien, elle vient de cet acte fondateur de 2001. Ouais. Et comment est-ce qu'on apprend de ces défaites? Là, c'est un exemple parfait, justement. On dit toujours qu'il faut apprendre de ces défaites. On apprend dans la douleur psychologique, parce qu'à chaque défaite, on a envie de tout arrêter. C'est très difficile psychologiquement de se relever, mais je ne sais pas ce qui se passait dans ce groupe avec ces hommes-là. Il y avait des grands hommes dans cette équipe. Il y avait Jackson Richardson était toujours là, et il avait cette capacité à nous donner envie d'y retourner toujours, et que lorsqu'on gagne ce mondial en 2001, pour moi, c'était comme si c'était déjà l'apothéose. J'aurais pu m'arrêter là, j'aurais été heureux. Mais c'était aussi la fin d'un cycle, parce que Daniel Constantini avait annoncé que ça serait sa dernière compétition. Et le renouveau allait arriver certainement, parce que le changement de coach, on ne sait jamais si le coach d'après va vous garder, vous allez être dans son projet. Et donc c'est Claude Onesta qui arrive, entraîneur de Toulouse. Et là, nous réapprenons encore une fois la douleur. La douleur, parce que de 2001 à 2006, on ne gagne pas. On ne gagne pas, on est dans le dur. Je crois qu'on doit gagner sur une compétition une médaille de bronze, ou 2 médailles de bronze, mais en tout cas, on ne gagne plus. Et les premiers mots de Claude Onesta, et il n'a pas tort, mais c'est très vexant quand il arrive 3 mois après Daniel Constantini. Nous sommes champions du monde. Et en fait, il y a écrit sur son tableau, quand il le lève, vous êtes champion du monde, mais vous n'êtes pas les meilleurs du monde. Même si dans le fond c'était vrai, ça a été très très dur à accepter. Les relations avec lui ont été souvent compliquées, difficiles, mais il avait une vision. Et il faut le reconnaître aujourd'hui, on reconnaît toujours la vision quand la victoire arrive. Elle a mis du temps. Elle a mis tellement de temps qu'en 2005, en fait, tout le groupe aurait pu exploser. Lui était en passe d'être remplacé. Nous aussi, qui commencions certains à avoir un certain âge, et avec une concurrence des nouveaux joueurs qui arrivaient, nous aurions pu être remplacés également. Mais on a fait front ensemble. Et encore un acte fondateur, c'est que j'aime bien cette relation manager-manager, vraiment avoir les deux côtés. Et là, à ce moment-là, il fait quelque chose d'extraordinaire, c'est que, on parle souvent de management participatif, on s'assoit tous et on se dit, bon, qu'est-ce qu'on fait de bien, qu'est-ce qu'on ne fait pas de bien, on se met d'accord sur ce qu'on veut, là où on veut aller. Et en fait, on a changé complètement ensemble tout le jeu de l'équipe de France, la manière dont on voulait jouer. Et à partir de là, c'est passé un truc magique. Une deuxième chose magique, nous étions les costauds, nous étions des besogneux. On y intègre aussi des pépites extraordinaires, des gamins qui sont d'un autre monde du handball. C'est comme ça qu'arrivent des Lucas Ballot, Karabatic. Et cette équipe, en fait, c'est un mélange de gens expérimentés qui n'abandonnent jamais, et de jeunes ultra doués dans un projet construit ensemble. Et c'est à partir de là qu'on nous appelait les experts. On gagne le premier titre. Jackson Richardson vient de partir. En 2005, il vient de partir. Je récupère cette forte responsabilité de devenir le capitaine de cette équipe de France. Fonction auquel je ne m'attendais pas du tout. Alors, comment ça se passe?
Ben, ça se passe que euh, euh, Claude Onesta, en gros, après, on parlait de certaines déceptions. Plusieurs fois, j'ai fait arrêter l'équipe de France. Moi, quand j'étais très déçu, j'avais ce caractère à l'époque. Il faut toujours prendre dans le contexte de son caractère de l'époque, de me dire que, en fait, je ne supportais plus les déceptions et j'étais à deux doigts d'arrêter. Et à ce moment-là, il me dit non, j'aimerais que tu n'arrêtes pas parce que j'aimerais te confier le capitanat de cette équipe. J'étais très surpris parce que à cette époque-là, comme je vous l'ai dit, il y avait énormément de joueurs emblématiques dans notre équipe. Et c'est là que j'ai compris la différence entre emblématique, charismatique, parce que, pour vous l'expliquer, je vais donner une expression de Daniel Constantini, qui nous a dit un jour qu'il y a 3 types de joueurs. Il y a le joueur de championnat, il y a le joueur international, vous l'êtes tous puisque je vous ai sélectionné, mais il y a une dernière catégorie dont je ne vous ai jamais parlé, c'est les joueurs de classe internationale, et ça, vous n'en faites pas partie. C'est des mots très durs dans un vestiaire après un match perdu de Daniel Constantini. Et ils ont résonné fort parce qu'à ce moment-là, j'ai toujours su où était ma place. Et moi, je suis plutôt un soldat qui fait le boulot de l'ombre, le boulot ingrat pour emmener les meilleurs dans les meilleures positions. C'était ça mon boulot. Et mon boulot en dehors du terrain, c'est que j'étais aussi ce lien entre les générations. Il y avait des joueurs beaucoup plus expérimentés, il y avait les jeunes et j'avais cette capacité à pouvoir discuter avec tout le monde et donc peut-être être le meilleur relais qui soit pour Claude Onesta. Donc j'ai réfléchi et puis finalement on a continué encore un petit peu cette route et en 2006 il s'est passé un truc incroyable qu'on a un titre qu'on n'avait jamais gagné et j'ai eu cette chance de le vivre en tant que capitaine. Nous avons été champions d'Europe pour la première fois. Pour la première fois. Il me restait encore quelques années de carrière. On ne va pas faire toute l'histoire de tout ça, mais j'ai eu cette grande chance, c'est que le jour où j'ai décidé d'arrêter ma carrière, je m'étais dit que le point d'orgue, si en tout cas mon physique me le permettait, ce serait d'arrêter sur les Jeux Olympiques de Pékin. Ça n'a pas été simple, hein, parce que j'avais déjà 35 ans, la concurrence était très très rude, donc j'ai travaillé encore plus dur pour pouvoir rester au niveau. Et on est parti faire cette campagne, mais il faut vraiment parler de cette campagne parce que le 31 juin, je ne suis plus joueur, je n'ai plus de contrat de joueur. Le 1er juillet, je suis entraîneur de Paris. Et donc je vais faire les Jeux Olympiques en étant entraîneur des joueurs avec qui je suis en train de jouer. Ils savent depuis 4 mois que je vais devenir leur entraîneur. Et moi, je pars faire les Jeux Olympiques. Et c'est mon adjoint qui assure l'intérim de la préparation juillet-août, pendant que moi, je suis en préparation avec l'équipe de France. Et j'aurais jamais imaginé que finalement, le dernier match de ma carrière serait le match où je deviendrais champion olympique. Incroyable. Ouais, c'est dingue. C'est dingue. Et justement, comment est-ce qu'on fait? Alors, vous parliez du capitanat. Comment est-ce qu'on fait justement pour être, pour les personnes qui écoutent, comment est-ce qu'on fait pour devenir un bon capitaine, pour coordonner justement un groupe? Parce que vous parlez du groupe depuis le début, si vous faisiez partie évidemment du groupe et que vous aimez le groupe. Comment est-ce qu'on fait pour justement diriger un groupe? En fait, on ne dirige pas un groupe quand on est capitaine. Certains ont cette image-là. Non, c'est comment on s'entend avec un groupe. Comment on vit avec un groupe. Pour être capitaine, je pense que la première chose qu'il faut avoir, c'est que le groupe croit en vous. Et ça, c'est un grand honneur, mais c'est aussi une grande responsabilité. C'est une grande responsabilité. Et pour vous dire, le sentiment le plus fort que j'ai vécu en étant capitaine, c'est le protocole. C'est-à-dire que quand on avance, on est avec le drapeau français et tous vos coéquipiers sont derrière vous. Et ben, ce sentiment, j'espère le ressentir à nouveau un jour, c'est que je n'avais pas besoin de me retourner. Alors vous revenez des JO. Ah ouais. Vous êtes content? C'est violent. C'est violent. Vous voyez le président. Comment ça se passe? Alors la première violence... C'est Jacques Chirac à l'époque. Non, Jacques Chirac, c'est en 2001. On parle de 2001.
2001? Ouais. 2001, ouais, c'est la première fois que je rencontre un président de la République. Et je peux vous assurer qu'à cette époque-là, nous, on était voilà, bâton de Joinville. L'institution, pour nous, c'était quelque chose de sacré. Et donc, rencontrer le président de la République, avec son Premier ministre, à l'époque, Jospin, c'était quelque chose de solennel, d'incroyable. On entendait beaucoup parler de Jacques Chirac à la télé, mais rencontrer ce bonhomme en vrai, c'était vraiment quelque chose de particulier. C'est-à-dire que il est venu dans le vestiaire, on avait vraiment l'impression que c'était un ami qui venait dans le vestiaire. C'est-à-dire que cet homme enlevait dans ces moments-là toute la cape présidentielle et il se fondait avec toi. Et c'était quelque chose d'assez exceptionnel. Et puis après, il y a eu la réception à l'Élysée, c'est-à-dire que c'était la première fois que je mettais les pieds à l'Élysée. Et c'était un moment marquant, oui. Un moment marquant de rencontrer le chef de l'État à cette époque-là. Vous avez rencontré d'autres chefs de l'État? Oui, oui, oui. Parce que lorsqu'en 2008, moi, c'est la fin de ma carrière. Tous les autres joueurs, je deviens entraîneur de Paris, et tous mes collègues jouent soit en Allemagne, soit en Espagne, soit dans des clubs qui ne sont pas des clubs parisiens. En tout cas, eux étaient en activité. Et il y avait des remises de Légion d'honneur à l'INSEP. Donc, c'est la première fois que je croisais en 2008 Nicolas Sarkozy. Et alors? Et alors, aujourd'hui, nous sommes en 2025, il y a plein de choses qui se disent, qui se racontent, c'est pour ça que j'aime bien toujours parler du contexte. Alors, incroyable, ouais. Et je ne veux pas qu'il se vexe, hein, mais c'est la première fois que je croise un bonhomme qui n'est pas le plus grand du monde, mais quand il rentre, vous le voyez rentrer, quoi. Un charisme. Ouais, ouais, incroyable. Incroyable. On n'aime pas. Je parle de Nicolas Sarkozy en 2008, incroyable, incroyable. Et là, il m'est arrivé, et on en parlera, beaucoup d'aventures assez singulières. Au moment de me remettre la Légion d'honneur, il me dit une chose qui devient fondatrice. Il me dit, Monsieur Giraud, si vous imaginiez à faire de la politique un jour, essayez de dépenser plus d'énergie à vouloir agir qu'à vouloir durer. Point barre, me serre la main et s'en va. Voilà, m'a rencontré avec... Et qu'est-ce qu'il a vu ce jour-là? Je ne sais pas. Je ne sais pas. À cette époque-là, je suis juste Olivier Giraud qui vient de finir sa carrière sportive, qui rentre dans un monde totalement différent. Ça veut dire que on parlait d'expertise, ça veut dire que j'ai vécu 17 ans, 18 ans de carrière professionnelle où au bout d'un moment tu maîtrises ce que tu fais. Tu maîtrises ce que tu fais, donc finalement tu es maître de ce que tu fais. C'est une position assez sacralisée et tu te retrouves entraîneur dans un métier que tu ne connais pas du tout. Avec une position assez particulière où les mecs à qui tu jouais, c'est toi qui leur donnes des ordres. C'est assez compliqué, c'est un sacré gouffre. Et c'est le début d'une aventure différente. Il n'aurait pas vu un meneur d'hommes qui justement pouvait atteindre la plus haute marche des podiums? Je sais pas, mais en tout cas, le moment où j'entraîne, je comprends qu'il y a deux choses différentes. C'est-à-dire que souvent, on essaie de classer les entraîneurs et je découvre ce métier. Et la première chose qui me surprend, c'est qu'en fait, il y a plein d'entraîneurs, mais il n'y en a aucun qui fait le même métier. Et j'apprends qu'on ne fait pas le même métier parce que j'ai été international pendant 11 ans et j'ai joué en club beaucoup plus longtemps. Et qu'en club, on joue avec... les joueurs que le club peut se payer. Et donc, j'ai compris qu'il y avait deux métiers. Il y a le métier de manager et le métier d'entraîneur. On entraîne ceux qui n'ont pas les meilleures compétences, mais dont on a besoin, parce qu'on achète au prix où on peut acheter, et on entraîne les jeunes. Par contre, j'ai compris en équipe nationale que les très grandes équipes, comme le PSG aujourd'hui, comme l'équipe de France l'est tout le temps, on manage les meilleurs.
on gère les égos des meilleurs. Et j'ai compris très vite, parce que il faut raconter cette histoire de quand je reviens de Pékin. On descend les Champs-Élysées. C'était la première fois toute la délégation olympique. On avait un sponsor qui avait, je ne dirai pas son nom, mais on avait un sponsor officiel qui avait beaucoup d'athlètes. Hein. C'était le sponsor olympique, mais c'était aussi le sponsor de l'équipe de France. Et après, directement, l'Élysée. Et là, pendant que mes amis étaient en train de préparer leur soirée, j'étais en train de passer à autre chose. Et c'était très bizarre, parce qu'eux, ils étaient encore là-haut. Et je pense qu'ils sont restés là-haut pendant très longtemps. Et moi, il a fallu redescendre très très rapidement, parce que le lendemain, je prenais le train, parce que mon équipe de Paris était en stage à Morlaix. Et j'aime à dire que moi, j'ai fait Pékin-Morlaix. C'est-à-dire que je suis parti de tout là-haut, très jolie ville, hein, Morlaix, et je suis arrivé dans une gare, une toute petite gare, avec les rails et une estafette qui venait me chercher pour aller dans un petit gymnase où mon équipe jouait. Et je suis rentré dans le vestiaire, ils étaient déjà en train de se préparer pour le match. J'allais coacher pour la première fois un match amical. Et quand je me suis assis sur le banc, la première idée qui m'est passée par la tête, c'est: qu'est-ce que tu fais là? Qu'est-ce que tu fais là? Et alors justement, qu'est-ce que vous faisiez là? Je ne sais pas. Je ne sais toujours pas. Je ne sais toujours pas. C'est parce que j'ai fait le choix de devenir entraîneur. C'était peut-être une sorte de continuité sportive, de facilité, de rester dans ce que l'on connaît. C'est plutôt sécurisant. Et donc, je me suis très vite aperçu qu'en fait, j'avais fait ce choix par facilité et pour les mauvaises raisons. Et ça a été l'un des moments les plus compliqués de ma vie. J'en ai jamais échangé. Je suis arrivé dans un autre monde. On parlait de... quand on est joueur, on ne peut pas tricher, on ne peut pas mentir. Là, je suis arrivé dans un autre monde. Les entraîneurs du championnat, ils n'avaient pas trop envie de voir quelqu'un comme moi arriver. C'était déjà très disruptif qu'un joueur, quel qu'il soit, devienne entraîneur. C'était une chasse réservée à une intelligentsia du sport, qui, pour la plupart, n'ont jamais été de très très grands joueurs, mais qui s'accaparait un petit peu l'intelligence stratégique du sport, et on n'y voyait pas beaucoup de joueurs. Et moi, j'y suis arrivé, en un an, j'ai passé mon diplôme. Pour eux, c'était comme un petit braquage que je sois là. Et donc, ouais, là, j'ai compris tout de suite que j'allais avoir affaire à un monde différent. C'est-à-dire que même le monde des agents, comment recruter des joueurs, ouais, la communauté ne m'a pas super bien accueilli. Mais c'est plutôt la vie avec mon équipe. C'est-à-dire que gérer les égos de ces joueurs, entraîner. On a parlé d'entraîner et de manager. Et ben, je me suis aperçu très rapidement qu'entraîner, ce n'était pas mon truc du tout. Et donc, pendant 2 ans et demi... Alors, de quelle année à quelle année? De 2008 à 2011. 2011, cette rupture, je la savais déjà, j'avais plus cette fibre. J'y allais en moonwalk, quoi. À l'entraînement, c'était un vrai poids. C'est-à-dire que j'avais vraiment plus envie d'être là. Et j'ai appelé mon président le jour de mon anniversaire. J'avais déjà préparé mon départ, j'avais prévenu mon adjoint, donc je sais exactement quel jour c'était. C'était le 22 février 2011 où j'ai appelé mon président pour lui dire que nous allions trouver une solution, mais que je n'allais pas revenir entraîner. C'était durant la même période où vous étiez également consultant? Oui, j'étais consultant également. Moi, cette période consultant, je l'étais déjà longtemps avant, parce que quand je suis revenu en 98 sur Paris, mon mentor, qui était à la fois un des présidents du PSG, c'était Charles Bietri, qui m'a initié dès mon retour d'Espagne aux commentaires. Donc je commentais sur une chaîne qui n'était pas encore sur Canal+, qui s'appelait Pathé Sport, et je commentais les matchs espagnols. Et très rapidement, j'ai connu les gens des médias. Je les ai connus dans ma carrière sportive, mais je les ai connus après de l'autre côté des médias, à la fois sur France Télévisions, à la fois sur l'arrivée de beIN Sport en 2012, l'arrivée de beIN Sport en 2012. Donc oui, c'est ma période consultant et ma période étudiant qui va commencer. Alors justement, il y a une rencontre qui va vous marquer.
C'est celle avec Jimmy Dimon, patron de JP Morgan. Alors ça se passe quand dans votre carrière? Quel moment? Vous étiez dans quel état d'esprit lorsque vous l'avez rencontré? Quand je le rencontre, j'ai pas encore repris mes études. Là, on a quelle On est en 2011. 2011. 2011, c'est ma période de flou. C'est ma période de flou où c'est compliqué même chez moi, puisque la facilité, c'était de rester entraîneur, même si on n'aime pas, mais en tout cas, je dirais que ça pourrait être alimentaire toute une vie. Et j'ai fait ce choix de ne plus jamais vouloir entraîner. On ne croyait pas au moment où je le disais. Je dis, je vais prendre le temps. Et j'ai eu beaucoup de chance, c'est que j'ai eu beaucoup de missions pour le comité olympique. J'étais proche d'une famille qui détenait, qui s'appelait la famille Lacoste. Des gens géniaux. Michel Lacoste, le sosie de son père ingénieur qui faisait partie des mousquetaires. Et ces gens m'ont apporté énormément, on pourrait en discuter, mais un jour, il y a un événement, Michel Lacoste m'appelle et il me dit « Écoute, il y a le plus grand banquier du monde qui vient pour la première fois en Europe. Je souhaiterais t'inviter. » On était deux sportifs, il y avait moi et Edgar Gros-Piron à l'époque. Et après, autour, il y avait beaucoup de gens connus, Jacques Ségala. On était une quarantaine chez Michel en Suisse. Et ils ont fait tous les deux leur discours. Et Michel Lacoste, dans son anglais franglais, vraiment très franglais, dit Monsieur Dimon va rester encore 15 minutes, 20 minutes. Si vous avez des questions à lui poser, posez-lui. Et là, je ne sais pas pourquoi, il est venu tout de suite sur moi. Et il me disait très clairement, je vais t'envoyer 2 bouquins qu'il faut absolument que tu lises. Je dis, ouais, pourquoi pas, ouais, les banques, tout ça, je ne sais même pas ce que c'était. Je le faisais vraiment par amitié. Et 15 jours après, donc il est resté qu'avec moi. Jacques Ségala est venu me voir pour me dire, mais il t'a dit quoi? Je lui ai dit, voilà, il m'a dit ça. Et 15 jours après, je reçois un coup de fil de la Société Générale Suisse qui me dit, nous avons 2 livres pour vous, envoyés par Monsieur Dimon. Et en fait, il m'a envoyé ces 2 livres. Et dessus était marqué, c'est mon livre de chevet, c'est celui qui est sur mon bureau tous les jours. C'est Michael Gladwell, La force de l'intuition. Et ce livre a changé ma vie. Ouais, c'est à partir de là que comment prendre les bonnes décisions en moins de 3 secondes. Avant qu'on comprenne bien, Dimon, c'est JP Morgan. Et JP Morgan, c'est quand même 4000 milliards d'actifs. Donc c'est l'une des plus grosses banques au monde. Et donc il a traversé la salle pour vous donner 2 livres. Pour ne parler qu'à vous et vous envoyer 2 livres. Et qu'est-ce que justement ça vous a procuré de discuter avec cet homme-là et de recevoir ces livres? Qu'est-ce que ça a fait comme déclic chez vous? Le premier déclic, c'est que je l'ai lu, ce livre. Et j'ai découvert, ça parle de choses qui sont incroyables qu'on peut ressentir les choses, que le cerveau fonctionne d'une certaine manière, qu'il y a 2 hémisphères et que le geste ne ment pas. Et quand il y a une dissonance, quand par exemple vous avez quelqu'un en face de vous et que dites il y a un truc qui cloche quand il me parle, c'est qu'il y a tout simplement dissonance entre ce qu'il vous dit et ce que le geste dit, parce que le geste est instinctif. Ils expliquent ça de manière très simple. Si je vous lance une balle dans la tête, votre cerveau ne va pas dire il faut que je récupère ce ballon, il faut que je mette ma main comme ça. Non, en fait, le geste est instinctif et en fait, tout est instinctif et qu'il faut savoir décrypter les choses et après aller plus en profondeur une fois qu'on les a décryptées, mais qu'il faut faire confiance en son intuition. Oui, c'est également le banquier préféré d'Obama. Ah bon? Je ne savais pas. Je ne savais pas. Je ne sais pas si c'est une bonne chose. En tout cas, c'est ce que Obama a dit, parce qu'il a sauvé, pendant les crises de 2008, il a sauvé la Bear Stearns et plusieurs autres institutions américaines. Et donc, il est particulièrement influent dans le monde. Voilà. Et Emmanuel Macron l'a même décoré de la Légion d'honneur. D'accord. Donc, il est revenu. Il est revenu. Il est revenu. Enfin, est-ce que c'est... Voilà. D'accord. Mais il y a une deuxième personne qui a marqué à ce moment-là. C'est un enchaînement de rencontres. Hein. Ouais. Parce que moi, je suis consultant, mais
Mais le président du comité olympique, Denis Masseglia, à cette époque-là, me fait un honneur, il me donne une mission parce qu'il va construire quelque chose pour les Jeux de Londres qui n'a jamais été fait, c'est qu'il va construire un Club France ouvert à tout le monde. Le Club France que vous voyez aujourd'hui, comme il est aujourd'hui, comme ça a été pendant les Jeux, ça n'existait pas avant. Le Club France était réservé aux athlètes et aux familles des athlètes. Et en fait, lui, il a eu cette idée folle de se dire je vais louer le Hall Being Gates, un truc qui fait des milliers de mètres carrés pour accueillir tous les Français. Un prix exorbitant, on pense que ça va être un échec. Et en fait, ça devient un truc incroyable. Et en fait, pour bien le vendre, moi, je suis chargé de le vendre aux entreprises françaises à l'étranger. Donc, je fais des voyages à Londres et je vends ces trucs à l'étranger. Et donc, dans cette mission, j'avais aussi des missions où j'allais sur les Jeux Olympiques de la jeunesse en Autriche. Et là, je suis assis à côté d'un monsieur qui est sponsor du comité olympique. Et il est assis à côté de moi. Et on discute de plein de trucs. Il est féru de sport, de rugby. On voit vraiment quelqu'un qui a une vraie expertise, qui aime vraiment le sport. Et il commence à me faire dans l'avion des croquis. Et il s'aperçoit assez rapidement que je ne comprends pas grand-chose. Et c'est la première fois que quelqu'un me parle comme ça. Il me dit Olivier, si tu veux à un moment prétendre à d'autres choses que d'entraîner, il faut que tu retournes à l'école. Et donc vous retournez à l'école, à MBA. Non, je suis vexé. Vous êtes vexé? Non, je suis vexé. J'y retourne pas tout de suite. J'y retourne pas tout de suite. J'y retourne pas tout de suite. Et incroyable, il y a une opportunité, une autre rencontre qui me dit il n'y a jamais eu de sportif dans cette école-là. Et en fait, ils aimeraient bien en accueillir un. Et par contre, il faut que tu fasses des tests en anglais. Je dis oh là là, ça va être chaud avec mon anglais. C'est Neoma Business School. Et là, c'est une aventure incroyable parce que je retourne à l'école à 40 ans, quoi. À 40 ans, je retourne à l'école, mais dans une école de management, un truc très particulier où tous les cours sont en anglais. Les 18 étudiants, si on peut dire ça, parce qu'on ont un certain âge, 30 ans, c'est des gens qui veulent accéder à des postes supérieurs, qui sont déjà dans des entreprises. Donc, ont une connaissance de l'entreprise, mais 10 000 fois au-dessus de la mienne. Alors, moi, à ce moment-là, la connaissance de l'entreprise, elle est à peu près au niveau de zéro. Mais ça me permet de voyager. Je fais des study tours au Brésil. Je comprends qu'en fait, que l'économie, en fait, parce qu'on étudie vraiment l'économie sur un territoire, n'est pas du tout la même. Ça n'a rien à voir avec chez nous. Après, je pars dans un pays où j'aurais jamais imaginé aller. On part 3 semaines en Inde. On visite les plus grosses entreprises. Je m'aperçois que la moitié des entreprises françaises sont là-bas, que 70% de l'activité de Capgemini, elle est là-bas, à Delhi, avec des immeubles où chaque étage de l'immeuble est un fuseau horaire, donc ils travaillent 24 heures sur 24. Et là, je comprends que, d'une manière très simple, et l'explication qu'on en a là-bas, on rencontre l'entreprise Tata, et on se rend compte à cette époque-là et je me rends compte à cette époque-là qu'en fait, tous les problèmes qu'il y a de fermeture d'entreprises en France ne dépendent pas que de l'État français. C'est-à-dire que le moment où on dit non, mais cette entreprise ne fermera pas, les Indiens de l'autre côté, c'est déjà terminé, quoi. Et je pose une question à l'un des grands patrons là-bas. Je leur dis, mais nous, les Français, qu'est-ce qu'on peut faire pour travailler avec vous? Il fait pas grand-chose, en fait. C'est-à-dire qu'on considère, et à cette époque-là, c'est contextuel, il dit, nous avons les cerveaux, nous sommes les plus grands mathématiciens, le pays qui a le plus d'IT, ils avaient déjà dépassé depuis longtemps le milliard de personnes sur leur territoire, et la Chine, c'est notre usine. Ils ne nous regardaient déjà plus à cette époque-là. Et donc, je découvre cet envers, et là, je comprends que, en fait, on fait partie d'un grand tout, et je m'intéresse énormément à l'entreprise, la manière dont se structurent les entreprises. Et j'aurais dû partir vers le privé, très rapidement, et je ne sais pas pourquoi. Si je sais, c'est que je suis toujours dans le hand un petit peu, tu vois, je commente les matchs pour le hand en même temps, et à la tête du handball, alors qu'on a tout gagné,
c'est un rugbyman qui est à la tête du handball professionnel. Et comme toutes les choses qui me piquent comme ça, quand il y a ça éveille ma curiosité. Alors, je disais tout à l'heure que les joueurs n'étaient pas invités dans le monde de l'entraînement. Aujourd'hui, c'est devenu, voilà, ça y est, il y en a de plus en plus. Dans le monde des présidents de ligue, non, ils ne sont pas invités du tout. C'est souvent des chefs d'entreprise qui sont à la tête des clubs professionnels et c'est eux qui choisissent leur président. Donc, c'est la première fois que j'ai fait de la politique de ma vie. C'était là.